Voilà. En termes de régie, bon, on était sur une régie Fly, bon, parce que l'architecture aujourd'hui était sur un car régie était trop difficile. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on avait nous pas de car en 3G avec un Kauna 11U. Enfin bon, il y avait beaucoup de spécificités, donc c'était beaucoup plus simple pour nous de repartir sur une régie Fly installé au RG Lab, là aussi pour des questions de proximité du stand de France Télé, puisque c'était quand même l'initiative de ce projet qu'il fallait diffuser sur ce stand-là. Et puis donc j'ai repris un petit peu le mélangeur, où là effectivement on avait un 30 pouces 4K. Tout le reste était du moniteur 3G, puisqu'on se servait d'aux avec le format Fusion pour pouvoir visualiser les sources. Et donc on faisait une reprise de l'habillage 50i qui effectivement une fois passé en 50p vignette, enfin avait un effet de strobe, mais bon, qui bon an mal an quand même était important pour pour la lecture du jeu, en tout cas sur du sport. Une reprise en vignette et en split des différentes caméras, enfin de 4 caméras du signal inter, ce qui permettait dans les phases de pause du jeu de quand même ramener de l'information aux téléspectateurs avec la cable cam, les différentes caméras qu'on a l'habitude de voir. Et là, on appauvrissait le programme si on si on ne donnait pas ces repères-là. Et puis on avait aussi refait un logo FTV Sport. On voulait marquer le fait des ralentis par l'effet ralenti classique d'un format HD. Donc on avait repris ça dans le mélangeur. Euh, des, on a soulevé quand même enfin pas quelques, mais quand même pas mal de problèmes sur le ralenti. C'est-à-dire que bon, effectivement la FT1, on a fini par la jouer à 350 images, quelque chose comme ça. Donc on jouait les ralentis sans trop de problèmes. Sur la C500 à 50 images, là c'était plus problématique, puisque là on a quand même demandé à nos cadres de limiter un maximum le panoramique, parce que c'était pas exploitable. Et puis on a joué non pas on a joué les ralentis beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait le faire en HD, pour éviter toujours cet effet de strobe, de saccade, surtout dans les fonds d'image. Et donc c'était important d'avoir l'effet de lancement de ralenti pour bien marquer, attention, puisqu'on les jouait presque à temps réel, attention, on est sur du ralenti, donc moins ralenti que d'habitude. Et puis voilà, ensuite, Et, dire. au-delà des limites pardon, que vous avez exprimées là, sur les panoramiques, par exemple, sur la cadence d'image, est-ce que vous avez, en termes d'expérience visuelle et de réalisation, il y a des choses que vous avez perçues qui pouvaient être vraiment intéressantes, enfin, un peu nouvelles par rapport à de l'HD? Un peu nouvelle. Alors là, c'est là où c'est là où je rejoins un petit peu l'expérience 3D, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas d'expérience du tout, surtout en télé, en sport, donc on a un pouvoir immersif qui est là, qui se ressent. Mais c'est sur un style alors c'est sur un style de plan qui effectivement a été initié par de la R&D, qui je ne sais pas jusqu'où va faire la connexion avec le, le besoin aujourd'hui de réalisation live. C'est-à-dire qu'on est pour pousser à cette immersion dans l'image, plus sur du plan fixe, sur du plan large, qui est en contradiction avec le live de sport, où on veut voir la réaction, on veut voir les images, où on est sur de la réalisation rapide. Donc là aussi, ça se prête bien sur des temps morts, sur bon, qui sont aussi dans le sport.
Mais sur la phase de jeu en elle-même, c'est difficile de faire la convergence entre ce besoin de la 4K et, et le besoin de montrer le sport pour le sport, quoi. Mais là aussi, bon, je ne suis pas réalisateur, hein, je suis que technicien. On a écouté les recommandations de la R&D aujourd'hui. On a essayé de le jouer. On l'a joué dans certaines phases de jeu, enfin dans certaines phases de non-jeu, beaucoup plus difficile dans la phase de jeu. Une dernière petite chose, donc là aujourd'hui vous passez par une étape de débayerisation. Ce process, comment vous l'analysez? Est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne dans le temps sur du live comme ça? Oui, je pense que, enfin, là on voit bien la convergence. De toute façon, aujourd'hui, les caméras sont des caméras issues du cinéma, détournées pour une exploitation live. L'intérêt du RAW, c'est quand même aussi en bande passante pour descendre la caméra. De la caméra, on a quand même une bande passante moins élevée que si on devait débayoriser, enfin, fabriquer la Ultra HD directement à la tête de caméra. Donc je pense que il y a une certaine convergence des fabricants à dire on a un outil qui aujourd'hui va s'adresser et au monde du cinéma et au monde de la télé. On y trouve un certain intérêt puisqu'on limite cette bande passante. Voilà, il y a pas mal de briques qui sont en place pour aller vers effectivement garder un outil aujourd'hui usage, quoi. Après avoir. Merci. France Télévisions, vous, qu'avez-vous pensé de cette expérimentation? Alors, ah oui, il y a peut-être une petite présentation, effectivement. Moi, je vais faire très vite. Moi, j'ai une clé avec ma présentation, si vous voulez, à moins que vous ayez le PDF. Ouais. Nous, la question de cette expérimentation, enfin, grâce en tout cas à MP Visual, elle est vraiment, elle a pu être réalisée. Mais dans ce qu'on imaginait il y a encore un an, on était incapable de penser à un live multicam. Du reste, on l'avait planifié pour 2014. Donc là, on a vraiment une sacrée bonne surprise. Et c'est le côté d'ailleurs un peu flippant du passage à la réalité, alors qu'on est encore en R&D et que mon service, moi, s'attache à avoir entre 3 et 5 ans d'avance sur la télé et de se dire, en fait, on est déjà dedans. On a effectivement déjà des displays disponibles dans les magasins, alors qu'on n'a encore même pas pensé au contenu en mode télé. Et qu'effectivement, le temps qu'on soumette un projet collaboratif donc, qui s'appelle Forever, mais je vais y revenir là, du coup, j'essaie d'envoyer, et ça marche pas. Ah oui, il faut être en face, c'est infrarouge, suis-je bête. Ouais, ça va pas forcément à droite. Vous voulez sinon, je l'ai en PowerPoint sur la clé. Ok, alors c'est parti. Donc simplement parce que nous on s'était reposé les questions essentielles en télé de l'élargissement du champ de vision en 16:9 avec la distance de 3 fois la hauteur de l'écran qui correspond enfin au minimum à ce qu'on a dans les foyers comme distance habituelle à nos téléviseurs. À partir du moment où on nous vend donc la 4K avec une distance de visionnage idéale de 1,5 fois, sachant que les salons n'augmentent pas de taille et que les canapés ne se rapprochent pas spécialement des téléviseurs, on est aujourd'hui en droit d'attendre une distance compatible avec, je pense, avec des 84 pouces. En tout cas, à partir de 60 pouces, peut-être dans un salon parisien qui est plus petit qu'un salon de province. Mais ça sous-entend que la 4K, oui, c'est potentiellement un bon candidat pour nos salons et pour une distance de visionnage à 1,5 fois la hauteur. On peut effectivement imaginer qu'entre 60 et 84 pouces, on aura vraiment un rendu 4K qui va se produire. Et puis on n'oublie pas que les Japonais sont partis sur du 100 degrés avec le mur entier du salon qui devient la télé. Et que là, eux démarrent en 2015 par les prototypes, 2016 en diffusion, c'est leur cadence en tout cas, 2016 à 60 images secondes et 2020 à 120 images secondes. La question c'est est-ce qu'on les attend ?
et on attend ce moment-là pour basculer directement sur une définition et des produits qui seraient dispo, ou est-ce qu'effectivement on passe par la 4K, vu la taille de nos salons, vu l'habitude potentielle de renouvellement de l'achat des téléviseurs et compagnie. Bon, on est en plein dans cette démarche pour deviner tout ça. Et donc, au-delà de la capacité d'offrir donc plus d'émotions, plus d'informations sur une image, surtout sur un 84 pouces, où je dirais que la grande différence entre 4K et 8K, c'est qu'à 8K, on bouge la tête pour apprécier l'image, alors qu'en 4K, on n'a pas encore besoin, on embrasse tout l'écran, juste tout l'écran, mais on n'a pas besoin de bouger la tête. Donc en termes de, je pense en termes d'esthétique et de cadrage et de circulation du regard dans l'image, on est encore sur des rapports traditionnels à l'image. Le 8K, il faut filmer avec des fonds perdus. Et là, on n'est plus du tout capable d'avoir une image 8K compatible HD, par exemple. Enfin, ou alors, il faut faire du pan scan dedans, mais c'est pas évident. Ce qu'on savait il y a encore 1 an et demi, c'est qu'on avait un standard ITU qui donc définissait la 4K, UHD1 et UHD2. Donc maintenant, nous, on ne parle plus que d'Ultra HD TV à la télévision, pour bien faire le distinguo. Et on a donc un consortium qui s'appelle Forever, Ephraim en a parlé, dans lesquels nous avons donc 9 partenaires qui travaillent en collaboration pour 3 ans. Là, on arrive bientôt à la mi-projet, dans quelques mois. Et on était censé travailler l'ultra haute définition qu'au bout d'1 an, une bonne année de projet. Donc en fait, on a dû l'anticiper, puisqu'effectivement, on s'est fait vraiment déborder par la présence de produits déjà opérationnels sur le marché. Et le problème, c'est qu'on n'a pas répondu aux questions essentielles qui sont, pour une utilisation en télévision, qu'est-ce qui se voit le plus? Est-ce que c'est la définition de pixels? Est-ce que c'est le 10 à 12 bits par composante? Est-ce que c'est la cadence image? Et c'est très important qu'on réponde à ces questions-là avant de se lancer, forcément. Et le problème, c'est qu'on en est encore là. On n'a toujours pas répondu à ces questions-là, et c'est mondial comme question. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on emmagasine du contenu. On a de plus en plus de contenu. On a même effectivement déjà des analyses techniques et des analyses de workflow de production. Et le live en était donc une première mondiale à Roland-Garros. Donc, on est capable déjà de répondre à plein d'autres questions potentiellement de l'ordre de l'organisation et des coûts de production, mais on ne sait toujours pas si sur le plan qualitatif, on est potentiellement sur un saut suffisant par rapport à la HD pour se lancer. Donc rapidement, on a mis ça en évidence il y a 1 an et demi quand on a démarré le projet. On a commencé à travailler sur le high frame rate avec un gros problème, c'est que là pour le coup on n'a pas d'écran disponible, donc on a des projecteurs maintenant heureusement qui montent à 100 images secondes, mais aujourd'hui le souci qu'on a c'est qu'en télévision sur les contenus qu'on trimballe, on a forcément du 50 images secondes minimum à imposer sur un 55 pouces typiquement. Là on l'a vu, je pense à Roland-Garros. C'est vraiment de ça, de 50 images secondes sur le 55 pouces, c'était très très dur. Et le problème, c'est que tous les 84 pouces en vente aujourd'hui sont limités à 30 images secondes. On n'a passé aucune image de tennis sur ces téléviseurs-là, parce que c'était tout simplement une bonne façon de fusiller le téléviseur. Enfin, du 30 images secondes, c'est vraiment... c'est pire que d'être au premier rang d'une salle de cinéma en 24 Hz sur un panoramique. Cet effet-là est vraiment... catastrophique. Donc, pour autant, voilà, on continue à sortir des dalles 84 pouces à droite à gauche sans qu'une seule soit capable d'afficher plus de 30 images secondes. On a cette réflexion effectivement sur le passage d'une télévision à 8 bits vers un Graal qui serait à 20 bits, avec effectivement du coup pas mal de boulot entre ces deux-là, et effectivement à savoir où est-ce qu'on s'arrête. Est-ce qu'on s'arrête à 10, est-ce qu'on s'arrête à 12 ? En termes d'expérience, déjà passer de 8 à 10 bits, on passe de 16 millions de couleurs à peu près 3 milliards, si je me rappelle bien, donc c'est déjà pas mal, mais voilà. Est-ce que la profondeur de la luminance est plus importante que le gamut pour l'expérience des téléspectateurs aujourd'hui? C'est aussi une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Et pour finir, on en a effectivement, j'irai très vite là-dessus parce qu'on a déjà bien parlé, trimballer 12 gigabits par seconde de flux de production, ça signifie la fin de la bande de base dans beaucoup d'installations.
Et donc on parlait à l'instant déjà le fait de tirer que 6 gigabits par seconde au lieu de 12. On est complètement preneur sur une liaison caméra débailleriseur. Et derrière, effectivement, en termes d'infrastructure, voilà, tout est à l'avenant. 12 gigabits seconde, ça passe même pas sur du gigabit Ethernet. Donc on est sur en gros une bascule qui était anticipée. Ça fait plusieurs années qu'on pense qu'on va basculer dans la production complète en mode codec et non plus en mode non compressé. Mais là, typiquement, on nous explique qu'on n'a plus le choix, quoi. C'est maintenant qu'il va falloir basculer. Et pour beaucoup de métiers, ça va être intellectuellement complexe. Et voilà. Donc, derrière ça, on a un codec de diffusion, puisque pour réussir à envoyer tout ça, il faut quand même être au moins capable de compresser 4 à 800 fois le signal. Aujourd'hui, on est à 200 fois en HD. Donc HEVC nous promet ça. Et les premiers tests qu'on a faits sont vraiment, vraiment concluants. Sauf que HEVC, c'est tout simplement 10 fois plus compliqué à encoder, enfin 10 fois plus de ressources processeurs pour encoder et 2,5 fois pour décoder. Donc aujourd'hui, on sait le faire moyennant quelques nuits de calcul sur des longues séquences. Mais voilà, on n'est toujours pas non plus, on n'est pas sec là-dessus. Il y a eu une première qui a été faite à Roland-Garros de transmission HD en HEVC. Ce qui était bien, c'est qu'on a à la fois adressé des tablettes, des PC, des téléviseurs, tout le monde en 720p50. On n'a pas réussi à obtenir les 50% d'économie de débit entre AVC et HEVC, mais c'était aussi une première version. Enfin, le AVC a mis 6 ans à être au point et HEVC est sorti en janvier, donc on est pas mal. On était à 30-35%. Donc on pense qu'on sera largement au rendez-vous et bien avant les 6 années qu'il a fallu pour mettre au point AVC. Et je m'arrêterai là pour ces explications sur l'état de l'art de nos recherches. Donc on cherche à répondre principalement à cette question de la cadence. Donc Ephrem a réglé en 50 images secondes l'intégralité de cette production de Roland-Garros, ce qui a donc d'entrée de jeu fait disparaître tous les 84 pouces des téléviseurs candidats pour le visionner. Le facteur immersif, effectivement, à 55 pouces, quand on n'est pas à 1,5 fois la distance de l'écran, c'est quand même pas forcément évident à ressentir. Alors qu'à 84 pouces, on a vraiment envie de le voir. Donc là, je viens enfin de récupérer un projecteur qui va me permettre de faire du 60 images secondes au labo de France Télé pour le voir à la vraie distance 4K. Donc on va pouvoir enfin vérifier si cette histoire de rafraîchissement à 60 images secondes est le premier facteur amélioratif devant éventuellement la définition. Parce qu'aujourd'hui, les premiers tests que j'ai pu faire sur les 55 pouces de l'an dernier, c'est qu'entre de la HD up convertie par la puce du téléviseur et puis de la 4K native, sur des tailles d'image de 50 à 55 pouces, j'étais infichu de faire la différence. Je faisais la différence entre du 25 et du 50, alors instantanément. J'irais presque en 50 images, j'ai quasiment la sensation d'avoir la même chose qu'en HD, mais même pas plus. C'est juste que je perds si je suis en 25. Donc c'est pour ça que pour nous, l'investissement dans des tests 100 images secondes, 120 images secondes est impératif cette année, puisque si on veut vraiment sentir quelque chose de mieux, ce serait l'important, ce serait de pouvoir valider ça cette année. Et puis, donc cette définition, cette réelle définition 4K, à partir de quelle taille d'écran va-t-elle vraiment se distinguer de l'upconversion? C'est la question à laquelle on doit répondre. On pense que ça se situe vers 60 pouces. Et là, donc voilà, je veux dire, les portes de nos labos, que ce soit Orange et Technicolor à Rennes ou les nôtres à France Télé, sont ouverts à tous ceux qui voudront faire des tests perceptifs pour nous aider à valider ces bons paramètres. Et pour nous, forcément, c'est le préalable au démarrage d'une vraie exploitation commerciale de la 4K. Hors spectacle unitaire, diffusion dans les salles de cinéma, pour lesquelles on n'a pas de souci à tout de suite déjà signer pour la production 4K. Et du reste, on a une de nos post-productions qui passera en 4K cette année, quoi qu'il arrive, parce qu'on sait qu'il y aura une demande pour ça, mais si on pense à une industrialisation du format, voilà, il faut d'abord qu'on réponde à ces questions. C'est-à-dire que vous pensez produire les fictions en 4K d'ores et déjà?
aujourd'hui, il y a potentiellement une exploitation de la 4K. On suit aussi les usages des consommateurs. Donc, on est encore aujourd'hui massivement en diffusion linéaire. Donc, la 4K sur la TNT, typiquement, qui est le seul vecteur pour lequel on paye. Hein. Donc, on n'a pas de vue du CSA avant 2018. Et on sera sans doute très très en retard, puisqu'on pense déjà que dans un an, il y en aura disponible via l'IPTV, en tout cas via la fibre optique. Alors si on écoute Netflix, effectivement, dans un an, il y aura de la 4K en VOD aux États-Unis. Chez nous, en France, je pense que ça ne va pas tarder non plus, quoi. Enfin, dans 2 ans au maximum, on en a sur nos terminaux. Donc forcément, l'économie de la vidéo à la demande est tout à fait différente de notre économie à nous, mais en même temps, elle devient notre économie et on est en train d'y passer. Donc, rien que pour ça, on est obligé d'y penser. Et puis, dans la lignée des succès qu'ont pu constituer notamment le spectacle de Florence Foresti en septembre dernier, avec des diffusions massives dans les cinémas et puis finalement une envie de l'audience de se retrouver autour d'un événement collectif comme ça, ça nous fait penser qu'il y a une façon de réinventer la télévision et de l'associer au cinéma potentiellement derrière ça, puisqu'on est à la fois en train de voir une audience qui se fragmente sur la consommation linéaire et personnelle, avec une croissance à 2 chiffres en ce qui concerne la consommation de VOD et de catch-up. Je ne sais pas comment vous consommez la télévision, moi je la consomme plus que à la demande. Enfin, j'ai plus les moyens d'être à 20h35 devant un programme. Et de l'autre côté, on sait que ça reste le média du rassemblement. 97% des gens regardent la télévision, la grosse. Et pour autant, pour ces rassemblements, voilà, soit on fait confiance aux grands événements que sont les Jeux Olympiques ou Roland-Garros pour les retrouver devant leur écran, soit on se dit aussi qu'on a suffisamment de moyens de persuasion pour que les gens aient envie de se retrouver autour d'un événement, comme le fut donc ce spectacle de Florence Foresti. Et là, on en profite à ce moment-là en grand format et en y mettant les moyens. Donc voilà, ça fait partie des pistes de réinvention de la télévision qui sont aujourd'hui à l'étude chez nous. Et pour le spectacle de Florence Foresti, j'ai une question technique, mais du coup, c'est diffusé comme un DCP cinéma ou est-ce que c'est vraiment du 25 images secondes tel que ça a été tourné ? Aujourd'hui, les lives cinéma sont réalisés en HD via satellite et à 25 ou 30 images secondes. Enfin, c'est des cadences télé. Ouais. Et c'est de la production live de Carégie. On utilise simplement la capacité de bretelles sur les projecteurs cinéma pour pouvoir projeter un contenu qui vient du satellite, sauf que le satellite aujourd'hui nous limite à la HD. Donc grâce à HEVC, on va pouvoir aussi transmettre de la 4K directement. Et puis voilà, on a donc un besoin de ce côté-là qui n'est pas couvert aujourd'hui. Et les seuls liens satellites aujourd'hui disponibles, donc on a 2 satellites qui émettent en permanence de la 4K pour faire des tests. On a donc Eutelsat qui émet 4 flux HD synchrones. Et on a Astra qui émet un flux HEVC, mais en 30 images secondes. Voilà. Donc après, il y a effectivement d'autres expérimentations qui le sont, et notamment sur pas mal d'événements qui sont diffusés de manière ponctuelle. Enfin, je crois que Wimbledon est prévu dans quelques semaines. Enfin, pardon, en ce moment, ou dans la semaine prochaine, je sais pas. Ça vient de commencer. Non. Mais la diffusion, quelqu'un ? C'est ça la question. Je crois que ça commence à la fin de la semaine. Ouais. Et on ne connaît pas leur dispositif. Tu le connais, toi ? Non, mais c'est bon an mal an ce qui a été testé avec une des confédérations qui est remis en œuvre. D'accord. C'est-à-dire 7 caméras. Moi, j'avais une autre question. Donc là, dans votre projet Forever, et puis dans vos expérimentations, indépendamment peut-être de ce projet, les priorités, donc ça va être de continuer à travailler sur la fréquence d'image, par exemple, sur l'expérience visuelle supplémentaire que peut procurer une fréquence d'image plus importante. Enfin, quelles sont les priorités en gros que vous avez fixées pour les années à venir. Et peut-être vous pourriez dire un mot, parce que j'ai cru comprendre que Forever aussi travaillait avec l'EBU sur des expérimentations communes.
Et il y en a une notamment qui avait été faite il y a quelques mois auprès d'une audience assez large, qui montre que justement aujourd'hui la résolution n'est pas suffisante pour être un facteur différenciant, en tout cas sur des téléviseurs de 50 ou 80 pouces tels qu'on les évoque aujourd'hui. Il est vrai que les diffuseurs qui travaillent sur l'Ultra HD ne sont pas forcément très nombreux, donc on se connaît tous et on fait en sorte que nos travaux se complètent. Donc quand certains testent du tennis, d'autres vont faire du foot et d'autres encore font du spectacle vivant, enfin, pour qu'on essaye justement d'avoir des retours d'expérience un peu larges. Donc sur ces questions-là, il y a effectivement une synchronisation dans le groupe de travail Beyond HD de l'EBU, qui a invité pour le coup tous les les chaînes privées aussi à participer à l'élaboration de ces stratégies et faire en sorte de se répartir les questions auxquelles on doit répondre. Donc oui, clairement, on est vraiment azimuté sur cette question de la cadence image. On pense que c'est là où réside, comme je vous le disais, le minimum de maintien de l'expérience télévisuelle et surtout pour des contenus sportifs. En gros, 50 images secondes, c'est plus que 25, mais ça serait le minimum pour aller avec la définition et surtout la taille d'écran qu'on vise. Et le 100 images, on a envie très vite de le tester pour vérifier si on a bien un vrai sursaut. Le problème pour tout ça, c'est qu'on s'est mis à répondre à d'autres questions avant parce qu'on avait le matériel disponible. On a pu tester effectivement comment les caméras sont allègrement, je dirais, passées du cinéma à la production télé parce qu'on a été aussi assez ébahis, même si c'est vrai que ça fait plusieurs années. On se rend compte au salon, au NAB, à l'IBC qu'il y a une grosse fusion et que, en gros, que de la GoPro à la F65, on se retrouve à être à la fois candidat pour faire de l'image pour la télé, le cinéma ou le net. Donc ça commence à être une vraie réalité de cette convergence des outils. Donc ça, on a pu le valider, on a pu tester dans tout un tas de caméras depuis 1 an et demi. On a pu aller plus loin en faisant des productions, donc comme Saint-Étienne a été montré tout à l'heure. Nous, il y a 1 an et demi, on a tourné un court-métrage de télévision avec une Epic à l'époque, et puis on en a refait après avec une F65, pour valider simplement le fait qu'on était dans des coûts de production qui respectaient nos critères de télévision. Et en post-production, moyennant quelques adaptations, il n'y avait pas trop de soucis non plus. Donc on a pu répondre à toutes ces questions, on va dire annexes, qui sont loin d'être les plus importantes, et on attend encore les moniteurs pour pouvoir répondre aux questions les plus importantes. Et typiquement, le premier qui me sort un 84 pouces, voire même un 60 pouces à 60 images secondes, on va pouvoir avancer. Mais là, on ne l'a pas. On l'a donc potentiellement en vidéoprojection. On attend toujours la HDMI 2.0 qui va pouvoir transporter aussi plus de 30 images secondes. On attend quoi d'autre? On attend des DAL 10 bits. C'est qu'on parle d'étudier le 12, mais on n'a même pas encore de DAL 10 bits. On a une DAL 10 bits, c'est un moniteur qu'on avait donc pour Roland Garros, mais qui hélas ne voulait pas fonctionner en 50 images secondes. Donc voilà, on est toujours fromage ou dessert pour le moment et on n'a pas le matériel nécessaire pour répondre à tout ça.